Merci de m'avoir invité ici. Je ne participe plus guère à des colloques pour toutes sortes de raisons. Mais celui que vous tenez aujourd'hui et demain m'importe tout à fait pour la raison que vous devinez. C'est que, oui, j'ai connu Robert Escarpi, j'ai envie de dire j'y étais. Il y a eu dans ces années-là, entre Bordeaux et Liège, tout un flux, pas très puissant, mais enfin existant vraiment. Euh, j'ai toujours été aussi admiratif de ce que Escarpi était un Bordelais, un Aquitain qui résistait aux séductions de Paris et qui arrivait dans le Monde parisien, le Monde, le journal, à publier presque chaque jour un billet depuis son lointain Bordeaux. J'ai trouvé ça culotté, audacieux. Mais il était comme ça, je l'ai connu comme ça en tout cas. Et l'un de vous a utilisé le mot d'aventurier. Il y avait un peu de ça chez lui. Un aventurier, je ne sais pas, au sens de Balzac, si vous voulez. Enfin, il ne faut pas que je m'égare tout de suite, sinon ça va être sanglant. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je suis ici pour évoquer quelques souvenirs très fragmentaires parce que ma mémoire, j'ai la mémoire qui flanche vraiment. Mais ensuite, je passerai un petit développement, disons, de caractère théorique, mais pas trop, pour vous expliquer le chemin que j'ai fait. Ça peut paraître un peu provoquant ici même, de Robert Escarpi à Pierre Bourdieu, mais pour moi ça se tient et il y a des connexions utiles. Alors les souvenirs d'abord, et le premier aurait mérité que Nicole Robin soit arrivée, puisque c'est grâce à elle que j'ai fait la connaissance du professeur Escarpi. Nous étions, elle et moi, à un colloque à Cerisy-la-Salle, en Normandie. On disait à l'époque des décades, ça durait 10 jours, un colloque de 10 jours aujourd'hui, ça me paraît un peu inimaginable, mais c'était comme ça. Et c'était un colloque sur le thème, c'est déjà très intéressant, littérature et paralittérature. La paralittérature, c'est un mot qu'on n'utilise plus tellement, qu'on commençait à utiliser à l'époque, c'était tout ce qui n'était pas le littéraire légitime et reconnu, si vous voulez. Et je rencontre là-bas Nicole Escarpi, Nicole Robin, pardon, qui représente, mais le lapsus en dit long, puisqu'elle représentait Robert Escarpi à ce colloque. Il n'avait pas désiré y être. Et ce qui est déjà significatif dans cette réunion, c'est que tout à coup, avec une sorte d'audace des organisateurs, on élargissait le champ de la littérature à tout ce qui est connexe, si vous voulez, à tout ce qui est basse littérature, littérature parallèle, etc. Je ne développe pas, mais j'ai un souvenir là déjà qui est assez utile, enfin peut-être pour nous, c'est que se bagarrer dans ce colloque, dans les colloques de l'époque, on se bagarrait encore. Nous sommes en 67, hein, un an en 68. Et se bagarrait un clan qui était le clan Oulipo, les Oulipiens, et d'autre part un clan gauchiste. Avant qu'on ne parle des gauchistes, il y avait déjà un clan gauchiste, avant Cohn-Bendit, si vous voulez. C'est l'année après que ça va se déclencher. Et ça fait railler très dur autour de la notion de paralittérature. Je ne développe pas davantage, toujours est-il que Nicole Robin me dit, mais étant donné ce que vous faites ou ce que tu fais, il faut absolument que Robert Escarpi te connaisse et que tu viennes à Bordeaux. Donc c'est elle qui va établir la liaison Liège-Bordeaux, si vous voulez, entre moi et Robert Escarpi. Et en effet, il va y avoir entre les deux villes et les deux institutions tout un va-et-vient. Voilà. Toute une circulation. Je citerai ici, car nous aurons la visite de Robert Escarpi et de sa femme d'ailleurs, pour une grande conférence donnée à l'Institut de sociologie, parce que c'était le plus bel auditorium de l'université. Et donc, si je me souviens bien, cette conférence portait sur la littérature comme communication. C'était à l'époque une idée quand même assez fracassante en quelque sorte. Et
Petit détail amusant, c'est que ce jour-là, à Liège, il y avait deux conférences qui étaient un peu en concurrence, de part et d'autre du fleuve, qui s'appelle la Meuse, si vous ne le saviez pas. Sur la rive gauche, il y avait Michel Rocard, qui faisait une conférence politique sur le parti qu'il venait de fonder, c'était avant François Mitterrand. Et sur l'autre rive, Robert Escarpi. Et beaucoup de Liégeois désiraient entendre les deux exposés, si vous voulez. Et alors il y a eu tout un trafic sur le pont qui mène d'une rive à l'autre pour arriver à temps. Rocard parlait 1 heure plus tôt, Escarpi 1 heure plus tard, pour arriver à temps et pour pouvoir dire « nous les avons entendus tous les deux ». Voilà. Par la suite, et c'est encore dans l'ordre des mémoires, par la suite, alors, comme je vous disais, il y a eu un va-et-vient entre les villes, entre les centres. Évidemment, celui de Bordeaux était beaucoup plus puissant et beaucoup plus prestigieux. Et nous avons reçu à Liège, certes plusieurs fois Nicole Robin, mais aussi qui a logé à la maison, ma femme qui est ici s'en souvient, mais aussi feu Charles Boisis, qui est un homme que j'aimais beaucoup et qui est mort sans que je le sache. D'ailleurs, je l'ai appris plus tard. Et puis Henri Zalamanski, que je ne désespère pas rencontrer dans ces 2 journées. Alors, je cède ici encore à la tentation de raconter une anecdote. Zalamanski nous demande à pouvoir loger, à visiter Liège aussi. Et puis, je comprends qu'il est venu pour une manif. Je ne sais plus trop si elle était trotskiste ou maoïste, l'un ou l'autre en tout cas. Et quand il arrive chez nous pour passer la nuit, il dit « c'est extraordinaire, nous avons été… » donc il vient à Liège en 69, je pense. « C'est extraordinaire, nous qui sommes habitués à nous affronter au CRS, CRS-SS, on dirait plus ça aujourd'hui, je crois que c'est mieux, qui avons cette habitude. J'ai eu affaire à la police liégeoise qui est vraiment charmante. Il y a un flic qui m'a dit « ça marche, hein, votre manif, il y a du monde ». Donc il était revigoré par la police de mon patelin. Voilà, j'arrête ici pour les souvenirs, mais enfin il y en a eu un certain nombre. Et ils ont toujours été, comment dire, fécondants, si vous voulez. Car je suis aussi venu à Bordeaux, je suis venu au grand congrès des comparatistes que Robert Escarpi avait organisé, il y avait beaucoup de monde, c'était impressionnant. Et puis je suis venu un peu plus tard à un colloque de plus petite dimension qui avait pour sujet, quand j'y pense, ça me paraît d'ailleurs un petit peu bizarre. J'ai le volume, puis c'est une publication, qui avait pour objet la périodisation en littérature. Et c'était un beau colloque avec des Parisiens, avec des gens très chics, enfin, voilà. Voilà, j'ai un peu fait le tour de ce qui est au fond de ma mémoire. Ce n'est pas très spectaculaire ni très important, mais enfin tout de même, c'est un moment important, une séquence importante dans mon existence, si vous voulez. J'ai essayé de me mettre sur les rails de la sociologie de la littérature. J'avais un tout petit peu écouté à Paris et à Bruxelles Lucien Goldman, dont je vais citer à nouveau le nom, mais pour moi, Escarpi, qui faisait des choses moins historiques et moins philosophiques, était plus impressionnant parce qu'il y avait une sorte de base que j'ai envie de qualifier de concrète, démocratique et populaire, si vous voulez. Il y avait chez lui, c'est un homme du terroir quand même, et sa fidélité à Bordeaux m'impressionnait beaucoup. Alors, je reprends, si vous voulez, brièvement, en quelques mots, quelques phrases en tout cas, le littéraire et le social qui nous a rassemblés et où Escarpi me fait l'honneur d'être le seul étranger, si je ne me trompe, le seul hors frontière en tout cas, à participer à ce volume. Nous sommes nombreux et lui-même l'introduit d'une façon qui est encore très impressionnante aujourd'hui. Il faut relire cette introduction un peu longue, mais où j'ai envie de dire, il a tout compris, il a compris l'essentiel. J'en viendrai à Bourdieu cependant, et un peu par une espèce de trahison, mais enfin, je commence par Escarpi. Et si je résume les idées qui parcourent cette introduction,
elles sont des idées que je qualifierais maintenant de fédératrices. En effet, à l'époque, il y a plusieurs écoles de sociologie de la littérature, on disait même sociologie littéraire, et Escarpi, qui avait pourtant un côté frondeur, comme ça, a la bonne idée de rassembler ceux qui, à l'époque, s'illustrent dans ce domaine-là, mais de façon bien différente. Alors mes notes ici me rappellent que il va tout d'abord se réclamer de Sartre. Hein, le Sartre, qu'est-ce que la littérature, qui reste un texte tout à fait important aujourd'hui, et où Sartre dit notamment que la littérature diffère des arts en ce qu'elle est tout à la fois chose et signification. Et il va, je parle de Sartre ici, il va montrer comment la poésie penche plutôt du côté de la chose et la prose, le roman, du côté de la signification, des idées, si vous voulez, par exemple. Ça, c'est ce qu'il prend à Sartre. Un peu plus loin, il va, et c'est assez novateur pour le moment, il va se réclamer de Roland Barthes. Et il écrira que la littérature dans notre société se caractérise par une adéquation ou un affrontement dans l'au-delà du langage, d'une forme institutionnelle et d'une liberté d'écriture. Alors retenez peut-être ici ces deux termes qui peuvent encore aujourd'hui largement servir, c'est celui d'institution et c'est celui d'écriture. Il y aurait l'institution qui largement englobe tous ceux qui travaillent par la littérature et pour la littérature, et l'écriture qui est évidemment du côté du créateur et de l'écrivain. Voilà pour Roland Barthes, et puis on retrouve Goldman que je vous ai cité déjà, qui lui dira, et analysant par exemple Racine et Pascal, le XVIIe siècle, la littérature est composée d'œuvres qui organisent l'imaginaire dans des structures homologiques aux structures sociales de la situation historique. Donc ici, cette fois, il s'agit d'une sociologie de la littérature qui va des œuvres aux idéologies. On pourrait d'ailleurs citer aussi Althusser à cet endroit-ci, mais Escarpi ne le fait pas. Mais en tout cas, du côté de Goldman, qui, je pense, était assez lié à Escarpi, tout en faisant des choses très différentes, il y avait cette idée qu'à chaque œuvre importante correspond une classe sociale ou une fraction de classe sociale de l'époque. À quoi il faudrait ajouter, qui vient un peu plus loin dans le même texte, qu'il n'y a pas pour Escarpi d'acte littéraire, si vous voulez, de pratique littéraire, comme on dira par après, qui aille sans un appareil d'édition-diffusion. Ça peut paraître évidemment une évidence première, mais ça ne l'était pas tellement à l'époque. Aujourd'hui, on parle abondamment d'édition et de tous ceux, songez notamment aux effets que produit à cet égard la télévision, hein, qui nous fait connaître bien plus que les auteurs eux-mêmes, que les écrivains eux-mêmes, mais tous ceux qui marchent avec eux, les critiques, les éditeurs, les diffuseurs. Nous savons aujourd'hui que les libraires, et nous le savons d'Escarpi d'ailleurs, que les libraires, dans la diffusion des œuvres, jouent un rôle éminent, plus que jamais. Voilà, donc l'acte de communication est ici très sensible. Et enfin, il y aura chez Escarpi, et c'est vraiment dommage que Nicole Robin soit là, j'aurais aimé la pointer du doigt, il n'y a pas de pratique littéraire sans tout un volet de réception et de réception lectorale. Et ça, c'est peut-être à l'époque, Robin y travaille beaucoup, une grande novation des études littéraires. C'est qu'il y a des gens qui lisent, il y a des gens qui lisent les œuvres, et il est intéressant de savoir qui ils sont. Ainsi, par exemple, va s'introduire dans notre discipline, les études littéraires, va s'introduire le rôle de la statistique. Et c'est ce que fera l'ILTAM, les gens de Bordeaux feront cela avec la littérature et le conscrit, etc. La littérature et le conscrit, c'est une belle idée, puisqu'il s'agit de saisir une sorte d'échantillon social à travers ces garçons qui entraient à l'époque au service militaire. Petite anecdote encore,
Ma femme et moi, à l'époque, nous séjournons pendant 2 semaines en Yougoslavie, au Club Méditerranée. À cette époque-là, à ce temps-là, les professeurs pouvaient encore se payer le Club Méditerranée, c'était pas trop cher. Aujourd'hui, c'est devenu impossible, je crois. Nous y séjournons donc 15 jours. Et je prépare pour l'occasion, très naïvement, un questionnaire sur les lectures des gens qui sont là, les lectures de gens de langue française tout au moins. Et nous allons diffuser le questionnaire auprès des gens, mais les gens qui sont au Méditerranée, alors et sans doute maintenant, j'ai envie de dire, se tapent complètement de la littérature et d'une enquête sur la littérature. C'est vraiment pas leur truc. Ils sont en vacances, ils s'amusent bien, ils nagent, ils skient, ils font des choses, mais pas ça. Donc, mon enquête va tomber à l'eau. C'est la seule. Je ne recommencerai jamais plus après. Mais j'ai essayé de faire comme les autres. Voilà, une réception lectorale qui aujourd'hui, figurez-vous, m'accroche d'une toute autre façon. Et je dirais simplement ceci, c'est que j'ai de plus en plus la conviction, et j'aimerais en écrire quelque chose, je l'ai un peu fait, que lire, c'est aussi tout un aspect de la vie des romans en nous, si vous voulez. Il m'arrive de dire, j'ai beaucoup écrit sur Proust ces derniers temps, et il m'arrive de dire qu'Albertine Simonet, qui est un de ces personnages, j'en étais absolument amoureux, et je le suis encore, d'ailleurs, je pense. C'est un aveu qui ne me coûte rien, surtout qu'elle n'est pas là. Elle ne sera jamais là. Voilà, donc j'ai aimé Albertine Simonet et je l'aime encore. Voilà, mais j'ai l'air de plaisanter, mais je pense vraiment que la façon dont les œuvres littéraires vivent en nous, qu'elles soient poésie ou roman, c'est quelque chose de tout à fait important et qui est important de recueillir et de faire fructifier en quelque sorte. Au point, par exemple, qu'il m'arrive de réécrire des romans. Je l'ai fait dans un volume, mais c'était pas très réussi à mon avis. Mais enfin, j'ai réécrit un roman de Balzac, j'ai réécrit un roman de... Je ne sais plus trop qui, mais j'ai réécrit les fins. Voilà. Et c'est un exercice que vous pourriez tous faire et qui est toujours amusant. C'est notre participation à tous à la littérature. Voilà. Voilà donc ce que je dois à Escarpie, un peu dans le désordre, hein, mais qui est tout à fait important. C'est un homme avec qui je n'avais pas tellement d'affinité personnelle, mais qui m'impressionnait beaucoup et qui me semblait avoir une sorte de carrure, une carrure mentale hors du commun. Je vais un peu l'abandonner, mais pas brutalement. C'est-à-dire que, un peu plus tard dans mon existence universitaire, je vais lui reprendre un mot qui est le mot d'institution. Je vais écrire à l'intention de mes étudiants un petit volume qui se vend encore, même en France, qui s'intitule L'institution de la littérature, qui est bien dans la ligne d'Escarpie, qui a sur vous tous, si vous voulez, pour ambition de dire aux gens, de dire largement que la littérature, c'est bien plus que des écrivains. Il y a tous ceux qui viennent avant, il y a tous ceux qui viennent après, lecteurs compris, et tout ça forme une sorte de grande sphère littéraire multiforme et qui doit être prise en considération quand on fait, par exemple, de l'histoire littéraire et de l'histoire sociale de la littérature en particulier. Donc, je m'engage dans cette voie. Je vous donne un exemple de ce qu'il y a dans ce petit livre, mais j'ai un petit chapitre qui s'intéresse aux littératures proscrites. Car la littérature, c'est aussi ça, parfois. C'est-à-dire, c'est aussi des écrivains qu'on ne peut pas lire. Qu'on ne peut pas lire parce qu'on ne les atteint pas, ou parce que sur eux pèsent des censures, des interdits. Donc, tout ça pour dire que j'essaie d'expliquer aux étudiants qu'il y a littérature et littérature, et que la littérature est multiforme et diverse. Pour dire aussi, mais je viens déjà de le faire, que la littérature est une institution, et une institution active. Elle est aujourd'hui très présente, par exemple, sur les écrans de télévision. Je dirais aujourd'hui, la littérature, elle est aujourd'hui en 3 lieux, si vous voulez, plus qu'autrefois.
Elle est dans les émissions littéraires. Hein. Il y a une émission célèbre sur la 2 chez vous, qui s'appelle La Grande Bibliothèque, ou c'est ça, quelque chose comme ça. À cette heure-là, je suis couché déjà, donc je ne l'écoute jamais. Mais enfin, c'est une émission qu'on nous dit très bien faite. Elle est là, la littérature. Elle est aussi sur Internet, dans des tas de petits sites. Je participe à un site, un peu de publicité si vous le permettez, qui s'appelle diacritique.com et qui est français, qui se fait à Paris, qui rend compte de la littérature telle qu'elle paraît. Voilà. Et la littérature est enfin, comme je le disais tout à l'heure, dans les librairies, hein, dans la présentation des auteurs dans les librairies. Nous venons de Paris, il y a une librairie rue Rambuteau, chez Colette, qui reçoit à peu près chaque jour un écrivain, c'est considérable. Et il y a un public chaque jour pour entendre les écrivains en question. Donc, une sorte de démultiplication de la littérature, telle que, si on veut la comprendre, il faut tenir compte de toutes ces dimensions-là, et telle que aussi, la vieille critique, c'est un peu méchant de dire ça, mais par exemple, le supplément Monde des livres dans Le Monde, qui paraît le vendredi, à Paris on l'a dès le jeudi, qui paraît le vendredi, c'est bien, mais c'est plus tout à fait d'aujourd'hui, me semble-t-il. Enfin, je ne veux pas être méchant. Et tout cela fait que j'ajoute un élément alors au livre qui s'appelle L'institution de la littérature, c'est que on me met dans les mains, alors que je suis en train d'écrire, pour mes étudiants, je vous le rappelle, ce livre sur le thème institutionnel, tombe sous mon regard, en tout cas grâce à un ami, un texte de Pierre Bourdieu qui s'appelle « Le marché des biens symboliques », où tous les mots du titre déjà m'intriguent. Un marché, à propos de littérature, c'est quand même étonnant, mais c'est bien un article sur la littérature. Un marché donc. Bourdieu reviendra à cette question de façon beaucoup plus méthodique dans le livre qu'il intitulera « Les règles de l'art » quelques années plus tard, mais je m'en tiens, moi, au marché des biens symboliques, où je vais découvrir ceci que ne me donnait pas Escarpille. Je ne peux le lui reprocher, puisqu'il était déjà allé si loin, si vous voulez, dans la conception qu'il avait de la chose littéraire. Si vous voulez, Pierre Bourdieu m'apporte alors un modèle dont d'emblée je vais me servir, qui est celui qui tourne autour de la notion chez lui de champ, hein, comme un champ dans la campagne, et qui est sa façon de définir un espace où la littérature se constitue et se produit, cette institution littéraire dont j'essaie de parler, un espace, si vous voulez, relationnel. Peut-être que la grande idée de Pierre Bourdieu, c'est le relationnel dans les activités, dans les pratiques sociales. Alors, ce relationnel, il va le démultiplier à travers trois notions qui sont très parallèles. Il parlera de disposition, de position, de prise de position. C'est un peu fort abstrait, mais c'est une bonne façon, c'est une trilogie qui dit bien ce qui se passe dans le champ littéraire. Alors, s'agissant donc des agents qui peuplent le champ littéraire, et qui, je vous le rappelle encore, je vous le redis encore, ne sont pas que des écrivains, il y a tous ceux qui contribuent à la production littéraire, y compris des professeurs, par exemple, les professeurs de littérature, eh bien, ces agents-là, quelle que soit leur définition, entrent dans le champ littéraire avec des dispositions. Ce que Bourdieu appellera autrement, d'un mot latin, habitus si vous préférez, et qui est une façon de dire, nous avons, on dirait aujourd'hui, une ADN, hein, ou un ADN, je ne sais pas trop ce qu'on choisit, nous avons un ADN qui est le résultat de toute notre formation, de notre enfance, de nos expériences, de tout ce qu'on a fait, et qui se constitue en nous comme une définition de nous-mêmes. Cette définition que, dans chacune de nos activités, nous allons mettre en jeu et mettre en pratique. Donc voilà pour les dispositions. Nous avons tous des dispositions, rassurez-vous, personne de vous n'en est privé, ni moi. Donc des dispositions
qui, quand on exerce dans une sphère, dans un champ comme la littérature, vont être donc mises en jeu, et mises en jeu notamment à travers des positions. Alors ça, c'est peut-être le concept le plus intéressant que nous apporte Bourdieu, c'est de dire que dans un champ où l'on exerce, on occupe nécessairement un lieu spécifique qui est fonction, certes des dispositions, mais surtout du capital que l'on a. Souvent, quand on entre dans un champ, comme par exemple le champ des études universitaires, et je pense qu'ici beaucoup d'entre vous font cette expérience, on y apporte quelque chose, on y apporte ce que l'on a, et on occupe, si vous voulez, enfin, on hérite en tout cas, ou on acquiert en tout cas, un capital donné. Et le mot capital va beaucoup servir à Bourdieu pour désigner cette espèce de pouvoir de domination, entre autres, que l'on peut avoir. À 20 ans, le pouvoir qu'on a de domination est assez restreint d'habitude. À l'âge que j'ai, je ne vous dirai pas, il devrait être assez lourd. En tout cas, il l'est presque par la force des choses. Je ne m'en sers plus beaucoup, mais enfin, il est là. Je pourrais, si vous voulez. Donc, j'occupe une position qui va se transformer au fil du temps et qui va participer de ma conquête du capital qui est aussi un pouvoir. La vie sociale est comme ça. La vie sociale est en partie une lutte pour avoir un pouvoir dans la sphère que l'on pratique et que l'on fréquente. Enfin, restent les prises de position. C'est à partir de ce capital que l'on a, de cette force que l'on détient, que l'on va aller dans un sens ou dans un autre. Et pour en revenir à la littérature, on va aller en opposition à ceux qui sont en place. Donc, par exemple, prenons le 19e siècle, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Nous sommes en plein Parnasse pour la poésie, en plein naturalisme pour la prose et le roman. Et arrive une nouvelle génération, on les appellera les symbolistes, c'est Mallarmé par exemple, c'est Verlaine, c'est quelques autres, qui vont se dresser violemment, parfois allant jusqu'à, ce sera le cas avec les surréalistes un peu plus tard, pouvant aller jusqu'à la violence pour combattre ceux qui détiennent le pouvoir et la force dominante. Voilà. Cette théorie en 3 termes, et je suis presque au bout de ce que j'ai envie de vous dire, cette théorie en 3 jalons, en quelque sorte, elle m'a été pas mal utile parce qu'elle éclaire beaucoup de choses, beaucoup d'aspects des carrières littéraires notamment, beaucoup d'aspects de ce que sont les écrivains aujourd'hui comme hier. Je vais prendre un exemple parce qu'il m'est souvent, j'ai envie de dire, reproché, pas par la personne qui est en question, qui est romancière, mais c'est parce que c'est une personne très contestée et qu'on n'aime pas en général. Moi, je l'aime, je la défends. Elle s'appelle Christine Angot, vous la voyez parfois à la télévision. Je pense que c'est un grand écrivain, mais quand j'en parle ici ou là, je ne sais pas si ça va se passer ici, j'ai souvent des ennuis. Enfin, des ennuis, c'est beaucoup dire. Mais enfin, on me le reproche facilement. Comme on me reproche Bourdieu aussi. Bourdieu et Angot, ce sont mes 2 chevaux de bataille qui me valent souvent des coups. Voilà. Donc, je défends Christine Angot. Pourquoi est-ce que je vous disais ça? Parce qu'elle est l'exemple, justement, d'un capital symbolique, je reprends les termes de Bourdieu, en péril. Le capital symbolique de Christine Angot, mais je pourrais prendre des tas d'autres exemples, est un capital fragile qu'elle doit redéfendre à chaque coup, je pense. Je ne fais pas ça pour elle, moi je fais ça pour moi, mais enfin, elle, oui, sans doute. Et qui veut que, par exemple, son dernier roman, qui doit s'intituler Le tournant de la vie, qui n'est pas très bon entre nous, hein, mais que je défends quand même,
est un roman qui est durement attaqué dans la presse, quelle que soit sa forme. Voilà, j'essaie de me résumer, parce que j'étais déjà trop long, je ne me rends pas compte du temps qui passe, je ne sais plus. J'essaie de me résumer en vous disant que j'ai fait une espèce de chemin dans ma carrière qui va d'Escarpie à Bourdieu, en passant par mon propre livre, l'Institution de la littérature. Mais ce que je voudrais dire avant tout, c'est que des mots comme institution, des mots comme structure, des concepts comme ceux-là, Escarpie les utilisait déjà. Il les utilisait déjà avec beaucoup de finesse. Il faudra le dire pendant ce colloque, j'espère qu'on le fera. C'était un homme, je dis qu'il était un aventurier, mais c'était un homme à l'esprit, à l'intellect extraordinairement délié. Les petits billets qu'il faisait dans le monde étaient écrits pour la majorité des lecteurs, pour tout le monde en fait, étaient souvent d'une grande simplicité. Mais il n'y avait pas que ça chez Escarpie, il y avait aussi beaucoup de... Il honorait, si vous voulez, la pensée française, véritablement. Je le dis sans patriotisme, je ne suis pas français. Mais il honorait la pensée française en son temps. Et si je l'ai abandonné à un certain moment pour rejoindre le clan Bourdieu, en quelque sorte, c'est sans l'oublier lui, et en restant fidèle à Robert Escarpie, et à la ville de Bordeaux, à l'île Tam, enfin, tout ce qui allait avec lui. Voilà. Je vous remercie. Merci.